Merci beaucoup et bonjour à tous. Je ne souhaite pas commencer mon intervention sans rendre hommage à quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, notre doyen, M. Chemerture, et je pense que chacun d'entre nous s'associera à ma pensée. Je suis chargé d'évoquer aujourd'hui la théorisation des droits de la défense, et chacun a remarqué que la compréhension et l'application de la matière pénale devient de plus en plus difficile. Au regard, certes, des évolutions législatives et jurisprudentielles, leur multiplication, leurs strates, etc. Et la doctrine, dont vous êtes de nombreux excellents représentants, essaye toujours de poursuivre son effort vers une théorisation du droit pénal en jetant un regard circulaire sur les théories classiques d'une part et en scrutant avec attention l'évolution du droit positif d'autre part. Il apparaît difficile d'envisager une théorisation sans conceptualisation de ce que pourraient être les principes de responsabilité pénale et revenir sur la théorie de la légalité française et européenne. Mais tel n'est cependant pas mon propos. Le principe directeur lui-même de l'équilibre entre les parties au procès pénal, avec l'émergence des droits des victimes, influence, me semble-t-il, désormais, toute idée d'une théorisation des droits de la défense, en tous les cas plus qu'il n'y paraît. L'équilibre tant recherché entre les droits du prévenu, les droits de la victime et ceux de la société influence grandement la parole de la défense qui se doit désormais de respecter ou de tenter de respecter cet équilibre et ces valeurs qui l'ont fait émerger. Existe-t-il des lois universelles de la défense ? Si notre histoire n'est pas notre code, c'est M. Rabot-Saint-Étienne qui avait écrit cela, me semble-t-il, quelle est l'évolution de la procédure de ces dernières années? Quelles sont les conséquences de cette évolution dans l'attitude que doit adopter, entre autres, l'avocat chargé de la défense d'un prévenu? La défense, on le sait, c'est au cas par cas, par définition. C'est une création ex nihilo. Doit-elle pour autant s'appuyer, ou peut-elle s'appuyer sur une forme de logique proche de la théorisation? Puisque l'avocat intervient désormais au tout début de la procédure, dès le stade de l'enquête, dès qu'il est appelé en garde à vue, puis traditionnellement devant la juridiction d'instruction et enfin à l'audience pénale devant les juridictions répressives, eh bien, je crois que le mieux est de présenter chronologiquement son action lors de ces différents stades de procédure. Je me pose donc d'abord une question avec vous. Une théorisation est-elle possible lors de la phase d'enquête? Le barreau de Paris, imité en cela par plusieurs barreaux de province, a formalisé assez tôt un guide de l'avocat devant intervenir en garde à vue. Il s'agit d'une forme de mémorandum dont j'ai quelques pages devant moi, rappelant tout ce que l'avocat doit consigner, ou du moins faire consigner, sur les cahiers et registres de garde à vue, ce qu'il doit relever, ce qu'il ne doit pas oublier. Il me semble qu'il pourrait s'agir là d'une première forme de théorisation des droits de la défense, en ce que l'intervention lors de la garde à vue est souvent l'acte bâtisseur d'une stratégie ultérieure. Le but de ce mémorandum est de permettre à tous les avocats, qu'ils soient habitués ou non à la garde à vue, qu'ils soient des spécialistes ou non de ce qu'on appelle le service pénal, de pouvoir être familiarisés avec la garde à vue, l'audition libre et toutes ces formes nouvelles. C'est-à-dire d'avoir les bons réflexes
et de pouvoir ultérieurement soulever des nullités. À mon sens, l'intérêt de ce mémorandum est important. Chaque avocat, appelé au titre du service à intervenir dans un domaine pénal que peut-être il maîtrise moins bien que d'autres disciplines, est à même alors d'apporter à son client une défense, peut-être standardisée bien sûr, mais néanmoins efficace. Et on se pose donc les questions suivantes. Vos droits vous ont-ils été notifiés? Avez-vous vu le médecin dans le délai de 3 heures? Et lorsque je regarde ce mémorandum, je vous en lis quelques lignes. On voit marqué « Obligation professionnelle de déposer des observations pendant la garde à vue. Les observations doivent constater qu'il n'a pas été donné accès de façon effective à l'entier dossier. » On y voit aussi la communication du dossier au moment de l'arrivée en garde à vue, définition du dossier, accès aux copies, communication avec le gardé à vue, durée, possibilité de demander actes et décharges, etc. Nous sommes donc bien, me semble-t-il, en face d'une théorisation sous forme de pratique standardisée. Et ce, au premier stade de la procédure. Alors évidemment, nul n'est contraint de s'y soumettre. Mais cette forme de défense universelle, c'est ainsi que je voudrais l'appeler, est un gage d'utilité de l'avocat et d'uniformisation des pratiques devant l'ensemble des brigades de gendarmerie ou des commissariats de France. Alors il existe aussi, je le cite de façon anecdotique, quelques guides lors du déferment devant le procureur de la République, de la présentation devant le juge d'instruction, devant le juge des libertés et de la détention. Mais ça s'appelle un code de procédure pénale. Au mois de novembre prochain, devrait paraître, toujours à l'initiative du barreau de Paris, un mémorandum destiné aux avocats participant aux visites domiciliaires et aux perquisitions. Alors, je pense qu'il va sortir au mois de novembre, normalement. C'est le délai prévu. Ensuite, en deuxième partie, je voudrais évoquer avec vous la théorisation possible devant les juridictions d'instruction. Vous le savez, les nullités doivent être soulevées durant l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci. De même, ces nullités ne pourront plus être soulevées après l'ordonnance de clôture devant la juridiction qui sera amenée à juger. Ne nous le cachons pas, la défiance entre avocats et magistrats est parfois forte chez des confrères dans la salle. Ils pourront sans doute le confirmer, quels que soient nos liens de proximité, parfois, et même d'ancienneté. Les cabinets pénalistes disposent parfois de spécialistes des nullités. Ce sont souvent d'anciens juges d'instruction, d'ailleurs, qui arrondissent leur fin de mois postérieurement, dont la mission est de scruter, dans chaque document formant le bloc procédural, les arguments qui pourraient permettre soit une annulation, soit une cancellation de certains documents. Et l'actualité d'aujourd'hui m'amène à penser au dossier de M. Karim Benzema, à l'occasion duquel ses avocats viennent soulever, si ce n'est une nullité, du moins une cancellation. Mais peut-on parler à ce sujet d'une théorisation des droits de la défense devant les juridictions d'instruction? Me semble que la réponse doit être négative. Il s'agit là encore simplement de l'application des textes de loi. L'attitude de l'avocat devant la juridiction d'instruction peut-elle faire l'objet d'une théorisation qu'ils agissent au nom de la partie civile ou du mis en examen? La réponse, là encore, est très certainement nuancée. En tout cas, ce sera la mienne. Sauf si, et cela m'arrive, l'avocat suggère fortement à son client de ne répondre à aucune question. Il en a le droit désormais. Pour le reste, les réponses formées par la personne mise en examen ou par la partie civile, même si elles ont pu être préparées en amont, et je crois qu'avec mes confrères, nous les préparons beaucoup en amont, de façon à ce qu'elles apparaissent absolument naturelles, ce qu'elles ne sont que rarement, eh bien, ces réponses
ne peuvent, là encore, se concevoir comme une théorisation. C'est simplement le résultat d'une activité concrète de l'avocat appelé auprès de la défense de ses clients. Autrement dit, la systématisation d'une défense pénale, sa théorisation devant le juge d'instruction, au stade de l'instruction, peut très largement se concevoir et se révéler utile, mais dans le sens d'un check-up qui aurait pour vocation de vérifier que toutes les étapes de la procédure ont été respectées par les services d'enquête ou d'instruction. Mais là encore, vous serez sans doute d'accord avec moi pour penser qu'on ne peut parler d'une théorisation au sens d'une généralisation des moyens de droits procéduraux et de fond, sauf, encore une fois, à faire référence à notre code de procédure pénale. Cependant, la multiplication des procédures pénales dérogatoires font que nous sommes amenés, très souvent, à envisager une forme de standardisation, encore une fois. Tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué avec vous la procédure de garde à vue, la procédure d'audition libre, bref, toutes les dispositions de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, eh bien, cette incroyable complexification de notre code nous ôte, me semble-t-il, encore un peu plus de chance de théoriser la défense. Très souvent, et notamment je pense à l'audition, l'avocat, comme lors de l'instruction, ne peut pas intervenir à tout bout de champ. Et que ce soit en instruction ou lors d'une audition libre, ce que l'on vous demande, c'est de vous taire. Autrement dit, le silence imposé est-il théorisable? Et il s'agit là d'une ambiguïté de nos textes qui font parfois de l'avocat un prétexte, si ce n'est une potiche intelligente. Bon, reconnaissons cependant le développement de son rôle grâce notamment au droit européen et saluons de nouveau les pouvoirs qui lui sont accordés en retenant que ceux-ci peuvent peut-être faire l'objet d'une théorisation pour ce qu'on appelle les guides de défense pénale que j'ai évoqués, en garde à vue par exemple, mais sans annihiler. Et je pense à la fois à l'instruction et à la garde à vue, sans annihiler, disais-je, la nécessité de connaître son code de procédure pénale. Alors, troisième et dernière interrogation, car j'ai promis d'être bref, quid devant la juridiction de jugement? La théorie, c'est le synonyme du principe ou de la règle, qui fonde la connaissance rationnelle par opposition à la pratique. Or, en matière de défense pénale, on pourrait penser que tout est pratique, car aucun dossier ne ressemble à l'autre. À l'audience, pour ceux qui y sont allés, j'ai encore des étudiants qui ne sont pas allés, c'est un scandale. Mais ça y est, j'ai noté, je sais qui. À l'audience, la question de l'existence d'une théorisation peut faire débat. Là encore, le guide des bonnes pratiques rappelle, je le laisse sous les yeux, les moyens de nullité, obligation de soulever les moyens de nullité devant la juridiction, etc. Nombre d'avocats, évidemment pas ceux qui sont présents dans la salle, reprennent les mêmes formules. Et pour tout dire, refont la même plaidoirie depuis 10, 20, 30 et parfois 40 ans. Théoriquement, s'il existe des victimes, l'avocat commence, s'il défend le prévenu évidemment, à former des excuses en son nom, au nom de son client, et puis ensuite, sans vouloir mélanger la théorisation de la défense pénale avec l'art oratoire de la plaidoirie, qui consiste, vous le savez, à émouvoir et convaincre, eh bien, il va discuter les faits, il va les commenter, il va parfois tenter de démontrer qu'ils n'existent pas, ou du moins que leur imputabilité ne peut être retenue à l'encontre du prévenu.
Puis, quelques mots sur la qualification pénale, l'élément moral, et surtout des développements finaux sur l'individualisation de la peine au regard de la situation personnelle du prévenu. Alors, peut-on parler d'une théorisation de la défense devant la juridiction de jugement? Moi, je dirais que non, puisqu'il s'agit plutôt de rhétorique ou d'habitude. On le voit, le concept même de théorisation d'une défense pénale devant la juridiction de jugement semble contraire à la pratique elle-même. L'avocat, libre en théorie de sa défense, doit tout à la fois connaître son dossier, c'est le minimum. Ça n'arrive pas toujours, mais je ferme la parenthèse. J'ai parlé très peu fort. Savoir quels arguments soulever et tenter de convaincre. Si la pratique régulière de l'exercice permet sans doute de disposer d'un canevas, il ne s'agit en aucun cas d'une grille fermée et obligatoire qui correspondrait alors à une théorie applicable. C'est tant mieux. C'est tant mieux parce que l'avocat, profession libérale par essence, doit rester libre de ses pensées et de ses moyens. À mon sens, la théorisation des droits de la défense ne s'entend donc stricto sensu que pour la première partie de la procédure, à savoir l'enquête. Alors, en forme de conclusion, quel bilan tirer des quelques observations qui viennent d'être faites? Il pourrait être tentant d'exprimer, ne serait-ce qu'intellectuellement, une théorisation des droits de la défense. Elle pourrait s'avérer rassurante en ce qu'elle démontrerait a fortiori une forme de logique du droit, d'accessibilité, de compréhension, même pour le justiciable. Néanmoins, hormis le stade de l'enquête, la réalité traduit une analyse bien différente. La théorisation des droits de la défense pénale, la théorisation de la défense pénale, semble non seulement inexistante, mais probablement inutile, voire dangereuse. Cela ne signifie pas que la théorisation du fait pénal soit impossible, évidemment, et heureusement, le droit pénal général et le droit pénal spécial confirment à chaque instant, et à eux deux, une tentative de théorisation. Néanmoins, nous le savons, la définition du fait juridique n'est pas fournie par le Code pénal, qui, pour la définition des contraventions, des délits et des crimes, ne le fait qu'en fonction de la dureté de la peine. Au fond, le fait pénal pourrait se définir comme tout événement emportant des conséquences juridiques en termes de sanctions financières, de liberté, de restriction de celles-ci, etc. Et on se reportera alors utilement au catalogue des peines prévues dans le Code pénal et les autres codes, puisque le Code pénal ne contient que 85% des délits environ. Dès lors, pourquoi vouloir ajouter une théorisation des droits de la défense sur un phénomène qui lui-même n'est pas toujours définissable et surtout concerne des individus dont les différences sont aussi nombreuses que les auteurs des faits délictueux? Je vous remercie. Yes, c'est nous qui vous remercions. Pour trois raisons, a priori, et sous réserve de ce que nous dirons ensemble tout à l'heure. D'abord parce que vous présentez, quoi que vous disiez, une théorie de la défense, et en tout cas une théorie de la défense utile. À l'heure précise ou modestement, je prends la parole devant vous pour quelques instants seulement. Maître Dupond-Moretti s'exprime devant le Conseil national des barreaux et son propos s'intitule, d'après ce que j'ai vu sur les documents de ce colloque, « Nous ne serons pas des collabos ». Ce qui est moyennement agréable pour la magistrature, qui est assimilée à la commandante de tour, en quelque sorte, mais qui, à mon avis, est en décalage assez net avec votre propos, et sincèrement, je préfère le vôtre. La deuxième raison, c'est ce que vous nous expliquez sur le fonctionnement de la loi. En quelque sorte, vous nous donnez une extraordinaire illustration de l'effort légistique qui peut être fait.
à partir du moment où la loi est extrêmement détaillée, et elle l'est en tout cas en aval de la saisine des autorités de poursuite, et à plus forte raison dans la dernière phase, c'est-à-dire à partir de la saisine de la juridiction de jugement, on a en somme l'impression que la liberté de l'avocat se restreint, non pas qu'elle se restreigne d'elle-même, mais parce que les textes sont foisonnants. Et c'est la troisième dimension de votre propos que je voudrais saluer parce qu'elle me fournit la transition avec celui de Madame Thomas Taillandier. On a finalement de multiples procédures pénales. On n'a plus une seule procédure pénale et c'est bien le problème qui nous préoccupe depuis hier. Je le dis, je n'étais pas là hier, mais je crois savoir qu'effectivement, hier déjà, ces interrogations ont été soulevées et c'est finalement celle qui terminera la journée. Donc je vous laisse la parole sur la multiplication, la théorisation de la spécialisation de la procédure.